Bonjour à tous, je suis Stéphane Bouillet d'Influence for You. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de démarrer une nouvelle web-série avec Julie, alias Julicius, sur la thématique de comment devenir youtubeur. Julie, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne? Alors, je suis Julie de la chaîne Julicius, donc c'est une chaîne où on parle de beauté, de lifestyle, un peu de tout. J'aime pas mettre dans une case précisément, mais on s'amuse plutôt bien. D'accord, c'est quoi tes chiffres d'audience à peu près? Oula, en fait, je regarde pas vraiment les chiffres, mais autour des 30 000, ça dépend des vidéos, ça peut faire 50 000, ça dépend du sujet, de la longueur, etc. 50 000 vues, en termes d'abonnés, tu as à peu près combien de personnes qui te suivent? En termes d'abonnés, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 157, quelque chose comme ça, je crois. 157 000, ouais. Déjà une chaîne importante sur la partie beauté. Comment t'es venue l'idée de lancer ta chaîne? Alors, je travaillais chez MAC Cosmétiques et il est arrivé un moment où, avec les clientes, il fallait que ça aille beaucoup plus vite en boutique pour vendre. Et il me manquait ce suivi pour pouvoir leur raconter un peu plus de choses, genre bien leur expliquer. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube. C'est d'abord passé par un contenu écrit, donc une page Facebook, mais ce n'était pas suffisant. Donc, la chaîne YouTube est arrivée tout de suite après. Tu l'as lancée quand à peu près? Alors j'ai un compte YouTube depuis très très longtemps pour regarder des vidéos de chats, mais j'ai posté ma première vidéo, ça doit faire 3 ans et demi, quelque chose comme ça, 3 ans peut-être. D'accord, donc en 3 ans, tu as acquis 150 000 abonnés qui te suivent régulièrement et qui t'aiment. J'espère. Hein, j'espère. Alors, en 2 mots d'ailleurs, c'est quoi une chaîne YouTube réussie pour toi? Une chaîne YouTube, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui statifie une chaîne YouTube comme réussie. L'important, c'est qu'on soit content de ce qu'on propose ce qu'on aime. Et après, je pense qu'il faut quand même, vis-à-vis de nos abonnés, avoir une certaine assiduité pour pouvoir, pour qu'eux soient contents et qu'ils puissent eux-mêmes attester que c'est une chaîne réussie. Mais si toi, quand tu as ta chaîne, tu fais ce que tu as envie et que tu arrives à sortir ce que tu as envie quand tu as envie, c'est pas mal. D'accord. Et est-ce qu'il y a une notion de ton, de particularité? Parce qu'on va dire il y a des chaînes qui se ressemblent. C'est quoi un peu ton ton à toi, le Julicius Touch, on va dire? Après, le ton, chacun décide chacun décide de son format, de ce qu'il va présenter, si c'est de l'humour, si c'est de la beauté, etc. Moi, je n'ai pas réfléchi particulièrement à mon ton. Je parle sur ma chaîne comme je parle en face. J'explique les choses de la même manière à ma mère qui est à côté de moi ou derrière la caméra. Donc, je n'ai pas réfléchi vraiment au ton. La seule chose que peut-être j'ai pris les conseils où on me dit que je parle parfois trop vite. Ou donc, voilà, j'ai un peu travaillé sur ça, essayé de faire que j'enchaîne pas trop vite les mots, mais sinon... D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des codes YouTube particuliers ou ça rejoint un petit peu ce que tu dis, tu as ton ton à toi, tu réfléchis pas trop? Des codes. Après, c'est vrai que dans l'univers beauté, il y a des vidéos que les abonnés adorent revoir. Donc, on peut retrouver les mêmes vidéos, le même titre, les mêmes catégories. Mais après, il n'y a pas vraiment de code. Tu n'es pas obligé de les faire, tu n'es pas obligé de faire comme ceci. Tu fais vraiment comme tu as envie, tu présentes la chose comme tu veux. Après, c'est vrai que c'est mieux de rester poli, de montrer des choses correctes à l'écran parce qu'il y a du jeune public. Mais après, il n'y a pas de limite. Alors, parlons des jeunes justement. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Voilà. Est-ce que tu lui conseillerais de commencer une chaîne YouTube ou au contraire, tu dis surtout pas Alors, 14 ans, je ne sais pas si à 14 ans, parce que YouTube, en fait, ça peut être aussi bien un univers absolument génial qu'un univers plein de magouilles, plein de choses où il faut un peu avoir la tête posée. Après, il faut savoir si les parents sont derrière, si les parents sont OK pour dire à 14 ans et qu'ils surveillent, qu'ils vérifient chaque vidéo avant, pourquoi pas. Mais je pense qu'on a le temps. Peut-être faire des petites choses drôles entre amis, des tags, des choses comme ça, mais tout de suite partir dans des vidéos... Pour tout le monde, je ne sais pas, surtout dans l'univers de la beauté, bon, c'est bien de montrer quand on a 14 ans ce qu'on met à ses autres copines de 14 ans, etc. Mais il y a un moment donné où quand ça prend de l'ampleur, c'est moche à dire, mais on devient un peu une image. Et si à 14 ans on se construit encore, on n'est parfois pas à l'aise dans son corps, il y a plein de choses qui se passent, et si c'est pour... on sait qu'à l'école, par exemple, les jeunes, elles se discriminent parce que celle-ci avait une tendance, t'as les cuisses qui se touchent, t'es pas ma copine. Si elles sont pas suffisamment matures pour pas diffuser ça dans leurs vidéos et engendrer la même chose qui se passe dans les écoles, c'est dommage. Après, tu dis attention, quoi. Voilà, attention. Faut vraiment... faut être assez mature parce qu'il y a des conséquences. C'est ça. Voilà, on peut... Et tu conseilles de le faire avec un pseudo ou son vrai nom? Toi, sur ta chaîne, ça s'appelle Julicius. Alors, moi, je suis Julicius. C'est vrai qu'un pseudo, c'est bien.
parce que alors au début, quand on crée la chaîne, on sait pas du tout, enfin, on s'attend pas du tout à ce que ça prenne forcément de l'ampleur. Mais quand ça prend un certain stade et que tout le monde n'est pas forcément bienveillant et beaucoup de gens cherchent des informations, donc c'est mieux si de base, elles ne sont pas les premières comme nom, prénom, adresse. C'est mieux si c'est pas tout de suite, même si elles cherchent, elles trouvent. Parfois c'est bien, c'est pour faire coucou, pour dire bisous, envoyer une lettre, mais parfois c'est tu conseilles plutôt de commencer avec un pseudo. Voilà, c'est mieux de mettre un pseudo, quitte à le changer par la suite. De toute façon, les gens ne vont pas se perdre, il faudra leur expliquer. Alors, les aspects techniques maintenant, pour commencer à être youtubeur, quels sont tes conseils? Là, on est dans un studio, on va parler du décor. Est-ce que toi, tu as des astuces de décor ou est-ce que tu n'en as pas du tout? Tu dis, moi, je le fais dans ma chambre. Alors, on peut faire une vidéo absolument n'importe où. C'est vrai que maintenant, le niveau la qualité des vidéos est tellement loin que même à l'œil, quand tu écoutes une vidéo ou que tu regardes une vidéo qui a du grain, tu as envie de cliquer et de partir tout de suite. Mais on a tous commencé avec la webcam sur l'ordinateur. La première vidéo, non, la deuxième vidéo, j'étais dans ma penderie parce que j'ai essayé, non. J'avais une affiche que je voulais absolument qu'il se voit derrière et c'était le seul endroit où je pouvais punaiser sans me faire taper sur les doigts. Donc j'ai retiré tous les cintres, j'ai punaisé sur le placo du fond de la penderie et comme ça, j'ai mis l'ordinateur donc sur une étagère en face. Et le truc est tombé en cours de vidéo. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que même les plus jeunes, elles ont des appareils dernier cri. Bah, c'est bien puisque le fait qu'il y ait eu plusieurs chaînes avant où on parle technique, où on dit ce qu'on utilise, ça permet de savoir tout de suite. Mais après, je prends ce que tu as dit tout à l'heure, si à 14 ans, la jeune fille a dit « Maman, je voudrais le dernier appareil photo qui coûte 600 €, je peux comprendre que les parents, derrière, ils ne suivent pas. Mais après, il y a des... Enfin, de toute façon, la technologie s'améliore, donc il y a des choses accessibles qui sont quand même pas mal. Et on peut même commencer sa chaîne YouTube avec son téléphone ou pas? Oui. Il y a beaucoup de chaînes de vlogs qui se font avec, tout le monde a un iPhone, un smartphone, et de très bonne qualité. On peut absolument faire des vidéos avec un stick à selfie directement. Avec un stick à selfie. Donc ce qui compte, c'est moins le matériel finalement que la personnalité et les choses qu'on a à dire. Si la personne montre quelque chose qui plaît et qu'elle est à l'aise et que les gens suivront, que ce soit à moitié dans le noir ou pas. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la personnalité. C'est vraiment la personnalité et le contenu, s'il est chouette, quoi. Il y a un point qui est important en termes de technique, au-delà de l'image, c'est aussi le son. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour avoir un bon son? Alors, le son, je suis encore en train de travailler dessus. C'est-à-dire que de vidéo en vidéo, à chaque fois, j'essaye de trouver, je cherche, je regarde. Je viens d'acquérir un micro il y a 3 semaines que je ne suis pas sûre de bien faire fonctionner, mais c'est vrai que quand on entend le grain, derrière, c'est pas top. Mais sur les logiciels de montage, il y a des options pour pouvoir diminuer ça. Mais c'est vrai que d'essayer d'avoir une meilleure qualité de son, c'est bien. Alors moi, on m'a dit que le son, par exemple, d'un iPhone était très bon. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu dis non, c'est pas suffisant? C'est vrai qu'il m'est arrivé d'enregistrer sur mon iPhone pour pouvoir faire une voix off. Ouais. Donc sur l'iPhone, c'était pas mal. J'ai essayé aussi directement de faire la voix off sur l'ordinateur. Mais ce que je fais, avant d'avoir le micro, c'est que je m'enregistre avec mon appareil photo, enfin ma caméra. Je m'enregistre, même si ça filme, et après je prends juste le son. D'accord. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Sur le montage, est-ce que tu passes beaucoup de temps à monter les vidéos, à faire des effets spéciaux, et est-ce que c'est important? Le montage. Le montage, je crois que c'est la partie qui démotive, moi en tout cas, qui démotive le plus quand il faut faire les vidéos. Parce que tu as déjà fait toute ta préparation, toute ta vidéo, et tu dois l'éditer. Avoir un beau logiciel de montage, donc là je suis en train de réfléchir à changer. Je pense que d'ici demain je vais prendre un autre. Je travaille avec iMovie, qui est très bien au début, parce qu'en plus il est gratuit sur le Mac. Mais là j'arrive à un moment où j'ai envie de faire des effets un peu plus, ou de montrer des choses un peu plus travaillées. Et donc il est un peu simple iMovie, donc je pense que je vais passer à Adobe Adobe, je pense. Adobe Premiere. Ok. Et le temps que tu passes Ça dépend de la vidéo. Ouais. Si c'est une vidéo, par exemple, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Papotage, où je parle juste, j'enchaîne, je coupe là où je me suis trompée. Si ce sont les vlogs, ça va très vite, je mets bout à bout. Mais si c'est quelque chose un peu comme un lookbook ou un tuto make-up où je veux faire des choses plus, des zooms, etc., ça prend plus de temps. Mais même la plus simple, par exemple, j'ai édité ce matin, j'ai mis quand même 1h30 à quelque chose de simple. Donc le minimum, il faut passer minimum, à part si la vidéo fait 3 minutes, ça peut... Alors, au-delà de la vidéo, quand on upload sa vidéo sur YouTube, on doit rajouter quelque chose qui est une vignette, qu'on appelle une vignette.
c'est important la vignette? Est-ce que tu passes beaucoup de temps et comment tu les fais? Alors la vignette, c'est important parce que c'est ce qu'on voit, enfin je pense que chaque personne qui passe sur YouTube est attirée d'abord par la vignette, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas la personne, surtout avec les suggestions sur le côté. Ouais. J'y passe beaucoup de temps, j'essaye de faire, enfin pas beaucoup de temps en fait. Je fais une capture d'écran généralement d'un moment où je n'ai pas la bouche ouverte pendant la vidéo. Parfois, je la prépare, j'essaye de faire un truc un peu sympa. Mais l'important, c'est qu'il y ait le titre, qu'elle soit claire, qu'elle soit propre. Et de penser à les changer de temps en temps. Ouais. C'est-à-dire pour rafraîchir même une ancienne vidéo, hop, on change. Oui. Ce qui fait qu'une abonnée qui pourrait avoir la suggestion va se dire « Ah, mais c'est peut-être une nouvelle vidéo, ou une que je n'avais pas vue, ou qu'elle avait vue avec l'ancienne vignette. » Et du coup, elle va aller regarder. D'accord. Voilà. Bien. Alors, on a parlé des aspects techniques. Maintenant, on va parler plus des aspects marketing, entre guillemets. Ton nombre d'abonnés est très important. Comment ça s'est fait? Tu as fait quelque chose de particulier ou ils sont venus tout seuls? Oula, non, non, absolument. Comme je disais, les chiffres, les choses comme ça, je suis pour... je propose ce que j'ai à proposer, je parle à qui j'ai envie de parler. Et si vous aimez, vous venez. Si vous n'aimez pas, ben, c'est pas grave. Sachant qu'au début, c'était vraiment pour mes clientes. Donc au début, il y avait vraiment les conseils par rapport aux produits pour qu'elles aient de la technicité. Donc, quand elles venaient en boutique, je disais, mais regardez, là, j'ai fait un tuto où j'explique ça. Si vous voulez, vous pouvez la regarder. Mais sinon, mis à part ça, pas plus que ça. Ça s'est fait au fur et à mesure et voilà. Juste parce que tu as des gens qui t'aiment et qui en ont parlé à d'autres, etc. Donc ta communauté, tu l'as vraiment créée sans le vouloir? Sans le vouloir. Après, c'est vrai que dans les vlogs, dans les events, quand on va ailleurs et qu'on croise d'autres youtubeurs, soit on nous voit dans la vidéo, après les gens peuvent chercher la chaîne, ou quand on fait des tags par exemple, avec d'autres personnes, forcément tu mets le lien de ta chaîne puisque toi aussi tu auras fait une vidéo. Donc après, tu peux avoir des personnes qui ne te connaissaient pas qui vont te découvrir comme ça. Et puis voilà. D'accord. Quelles sont les relations que tu as avec ta communauté? Donc, tu fais des vidéos. Est-ce que tu réponds aux commentaires quand les gens t'en font en vidéo? Sur tes autres réseaux sociaux, est-ce que tu es très active? Est-ce que tu réponds aussi? Donc, ces relations avec ta communauté, comment tu les caractérises? Alors, moi, ce sont mes Julicious. On se lève le matin, on dit bonjour. On est ensemble presque toute la journée. Il y a des jours où je fais vraiment des journées off parce que j'ai rien de spécial à raconter. Mais des fois, je filme quand même le ciel avec de la musique parce qu'elles aiment bien la musique. C'est surtout pour leur donner la musique, mais en gros pour dire que je pense à elles. Parce que si je m'arrête pendant 2-3 jours de poster où que ce soit, elles me cherchent, elles disent « Tu es malade, Julicious, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Mais sinon, oui, je réponds aux commentaires. Alors, sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Ouais. Sur Snapchat. Sur Insta Direct, je ne réponds plus parce que je recevais des photos un peu bizarres. Mais sur Instagram, dans les commentaires, oui, je réponds. Et en vidéo, sur YouTube aussi, je réponds. J'essaye de répondre le plus possible. Bon, après, tu as noué des vraies relations d'amitié avec certaines personnes de ta communauté? Ah oui, il y a des personnes qui me racontent leurs histoires. Surtout sur Snapchat, j'adore leur demander, j'adore les histoires d'amour. Donc j'adore leur demander de me raconter une histoire d'amour. Et souvent, après, elles viennent me demander un conseil, puis je réponds, puis elles viennent me donner ce qui s'est passé après, et puis on discute comme ça, et c'est génial. Donc en fait, c'est toute ta vie, quoi. Elles font partie de ma vie, oui, oui. Oui, forcément. Elles savent mieux que moi tout ce que je fais. Si j'ai besoin d'une info, d'une vidéo d'il y a 2 ans, je dis, est-ce que vous vous rappelez quelle était la marque de ces lunettes? Elles me répondent toutes en commentaire. Donc une formidable histoire d'amour. C'est ça. Est-ce que, en parlant d'histoire d'amour, tu as des histoires d'amour avec d'autres youtubeuses? Enfin, dans le sens poli du terme. Alors, youtubeuses, ce qui fait que j'ai mes 2 copines, Jen et Sana, donc Peekaboo et Sananas, qui sont, avant d'être des gens qu'on se connaît par YouTube, c'était mes copines. Donc, ce qui fait qu'on est copines vraiment dans la vie, et puis copines sur YouTube. Des fois, on se retrouve dans les vidéos les unes des autres. Et au fur et à mesure des événements, des choses où on peut se rencontrer, j'ai fait le lien avec pas mal d'autres personnes. Et on est content de se retrouver dans les soirées, dans les events, etc. Oui. Donc, c'est un petit monde, en fait, le monde des youtubeuses, entre les youtubeuses en elles-mêmes et les youtubeuses et leur communauté. Au bout d'un moment, oui, ça tourne. Au bout d'un moment, ça tourneront. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais même les nouvelles, au bout d'un moment, rentrent dans le cercle. Et puis on se revoit à chaque fois qu'il y a un événement et on discute. Surtout maintenant, il y a beaucoup de voyages presse. Donc le fait de partir en voyage avec des gens, ça rapproche. Non, c'est sympa. D'accord. Et là, on parle de choses qui se passent bien. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent un petit peu moins bien, éventuellement avec tes abonnés ou entre youtubeuses? Que ce soit avec les abonnés ou les youtubeuses, oui, forcément. Donc avec les abonnés, forcément, on a les mauvais commentaires, les haters. Mais c'est un tout petit pourcentage. Mais
faut quand même penser que ça peut détruire certaines personnes si elles ne sont pas préparées. Parce qu'il y a des fois, moi je suis quelqu'un, je ne m'occupe pas vraiment de ce qu'on peut dire des on-dit ou surtout ce qu'on peut dire de moi. Je sais que j'ai fait quelque chose. Moi-même, je sais si j'ai donné le meilleur ou pas dans ce que j'ai proposé. Si j'ai une critique constructive, je vais essayer de la voir, l'écouter, quitte à parler avec la personne. Même quand j'ai quelqu'un qui arrive sur les réseaux tout de suite de manière agressive, j'essaye toujours de parler un peu avec elle parce que des fois, ça se désamorce très vite ou c'est quelqu'un qui croit que je ne vais pas répondre et qui a voulu placer son petit truc comme ça. Et quand j'ai répondu, oh, tu m'as répondu? Ah ben oui, ben pardon, je ne voulais pas dire ça. Enfin, mais oui, après, c'est pas ce qu'il faut retenir. Mais il faut savoir que ça peut blesser certaines personnes si on n'a pas les épaules. Donc, par exemple, les plus jeunes à 14 ans, surtout, ils aiment bien s'attaquer sur le physique. Et voilà, c'est très dur. Il faut savoir que si tu n'as pas les épaules, tu peux retourner dans ton lit et passer toute la soirée à te rappeler de ce commentaire-là qui t'a mis mal. Et entre youtubeuses, c'est un peu comme c'est comme au travail ou à l'école. Hein. Il y a toujours des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui parlent dans le dos. Mais après, il y a sans doute beaucoup de choses qui sont amplifiées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont amplifiées et il faut savoir où tu te places. Moi, je fais mon petit truc dans mon petit coin avec mes copines, s'il le faut. Et si un tel a envie de parler ou pas parler, je la laisse. Enfin, j'aime pas trop les... Alors, sur cet aspect, tu parlais d'aspect professionnel. Donc aujourd'hui, tu en vis de ton activité YouTube ou pas? Alors YouTube seul, non, pas du tout. D'accord. Le mois dernier, j'ai dû avoir 91 € de YouTube. D'accord. Donc voilà. Après, ça peut s'expliquer. Je n'ai pas posté beaucoup de vidéos. On peut vivre de YouTube, il y a plusieurs personnes qui vivent de YouTube, mais il faut savoir que c'est du travail monstre. C'est des vidéos tout le temps, il faut répondre aux commentaires. C'est pas juste faire des vidéos, les poster. Déjà, il y a les éditer, tout ce dont on a parlé avant. Une fois qu'elles sont en ligne, il faut savoir gérer sa communauté parce que finalement, s'il n'y a pas de retour, c'est juste de poster quelque chose sur une chaîne et c'est inutile. Donc il y a tout ce temps-là qu'il faut prendre, avoir une assiduité. C'est ce que j'aimerais avoir un petit peu plus. Il y a des gens qui postent lundi, mercredi, vendredi, et on sait que lundi, mercredi, vendredi, comme un épisode de Scandale, on sait qu'on est là, on attend. Mais mon organisation fait que je ne peux pas forcément promettre à tel moment. Et puis, bon. Donc aujourd'hui, tu vis de quoi en fait? De YouTube, c'est une petite partie finalement de tes revenus. C'est quoi ton activité principale? Moi, j'ai créé ma marque de cosmétiques. Donc du coup, c'est essentiellement Julicious Cosmétiques qui me fait vivre. Mais après, les deux sont scindés, mais sont assez complémentaires l'un et l'autre puisque je parle de beauté des deux côtés. Et parfois, je peux utiliser YouTube comme support et inversement. Et donc du coup, c'est plus mon entreprise. D'accord, on mettra le lien vers ton site en description de la vidéo. Tu as un statut juridique, tu as dû prendre un statut juridique pour gagner de l'argent de YouTube? Alors oui, parce qu'au bout d'un moment, tu reçois, même si ce sont des petites sommes, la loi française veut qu'on déclare tout ce qu'on touche. Bon, là, j'ai dit que j'ai eu 80 € et ça m'est déjà arrivé d'avoir 200 € à la fin du mois. Donc, cumulé sur l'année, il faut quand même le déclarer. Donc oui, on s'intéresse au statut. J'ai pris le statut d'auto-entreprise pour Julicious Cosmétiques. Et après, donc, pour mon entreprise, j'ai un autre statut, ce qui fait que ça fait vraiment deux entités différentes. D'accord, donc tu déclares tous tes revenus, tu payes tes impôts, tu payes tes charges. Ah il faut, de toute façon, ils viennent te chercher sinon. C'est sûr. Julie, là, tu as parlé des revenus de YouTube. Est-ce que tu as aussi d'autres sources de revenus potentielles dans cette activité de Par rapport à YouTube? Alors, là, tout à l'heure, on a parlé de YouTube. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est du fait des publicités qui passent sur YouTube. Donc, ça, c'est YouTube qui nous reverse un pourcentage et que ça fait une somme d'argent à la fin du mois. Mais autour de cet aspect vidéo, peut avoir des collaborations avec des marques ou généralement des marques qui font l'objet d'autres travaux. Et qui peuvent être des sources de revenus. Bon, après, ce n'est pas systématique, ça ne paye pas toujours le loyer, mais voilà, au fur et à mesure. Puis après, ça dépend. C'est vraiment pas tout le monde. On peut avoir des personnes qui vont être à tous les coups sollicitées, etc. D'autres qui vont être sollicitées une fois tous les 3 mois. Voilà. Est-ce que tu indiques quand tu fais un placement de produit pour le compte d'une marque dans ce type-là sur ta vidéo? C'est mieux. Alors au début, c'était pas clair. Alors c'est vrai que YouTube, depuis 4 ans, beaucoup de choses ont changé. On s'y intéresse beaucoup maintenant. Maintenant, c'est obligé. Tu es obligé par la loi de le mettre, d'indiquer que ça a été fait. Alors, quand c'était pas obligé, entre guillemets, est-ce que je le disais?
C'est vrai que, de toute façon, avec Snap ou les réseaux sociaux, dès que ça arrive, j'ai la poste qui arrive, je dis, ah, j'ai reçu ça. Donc forcément, si je dis j'ai reçu ça et dans ma vidéo, je dis j'ai acheté ça, ils vont dire, tu ne me prends pas pour une bébête. Puis c'est plus simple, au fait, de tout simplement dire, voilà, telle chose m'a envoyé ça, j'ai reçu ça. Il y a une information que j'ai en bas de la barre d'infos. Et j'explique que, parce que finalement, on reçoit beaucoup de choses. Donc, je dis que la vidéo n'est pas sponsorisée, donc je ne suis pas payée pour la faire, mais que dedans peut contenir donc, des produits de ma marque, je l'ai précisé, et des produits d'envoi spontané des marques. Quand je parle d'envoi spontané, c'est que je dois être sur leur liste et à un moment donné, dans la boîte aux lettres, je reçois. D'accord. Tu fais quoi d'ailleurs de ces produits que tu reçois et ceux que tu n'utilises pas? Est-ce que tu en fais gagner à tes abonnés de temps en temps? Oui, on en reçoit beaucoup, parfois qui ne sont pas du tout adaptés. Je parle notamment au niveau des fonds de teint, je reçois toujours des teintes claires, donc voilà, je les ai sur les bras. Je suis maquilleuse, donc ce qui fait que par certains, je les utilise dans mon vanité de maquillage, mais non, maintenant je les fais gagner, je me donne aux amis, voilà, la voisine, elle est contente. Ok. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur YouTube, tu parlais de placement de produits. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée où il suffit de cocher une case et ça mettra une petite mention qui dit que la vidéo contient un placement de produit et ça date d'hier. Ah oui, d'accord. Je disais, j'ai vu ça passer, j'ai pas vu ça passer. Non, c'est tout nouveau. On va conclure cette interview. Donc, pour conclure, quels seraient en gros les 2-3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube? Quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube, de ne pas essayer de copier quiconque. Voilà, tu veux faire ta chaîne, reste toi. Même si tu fais des vidéos, comme j'expliquais, dans des catégories qui existent déjà, tu peux. Mais n'essaye pas d'être drôle comme un tel ou de t'habiller comme un tel. Tu es toi. Et c'est ça qui fait la différence en fait entre chaque personne et qui fait que tu auras ta communauté qui te suivra toi. Ensuite, il ne faut pas se prendre la tête sur les commentaires ou avec les personnes qui sont là que pour dire des méchancetés. Fais ce que tu as envie. Reste toujours correct à l'écran et dans la vie d'ailleurs, dans tes propos et d'essayer de montrer du contenu quand même intéressant, qui apporte quelque chose, que ce soit pour divertir ou pour apprendre. Ou voilà. Très bien. Merci beaucoup Julie, c'était un plaisir de discuter avec toi. On met le lien vers ta chaîne en description de la vidéo. Merci à Nextpeace de nous avoir invités pour discuter de ce sujet. Donc c'était comment commencer sa chaîne. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt.